l'ESS, une économie parallèle ou une économie du futur, et je vous demande d'applaudir Léna Jetner, je sais pas très bien prononcé, désolé. De l'applaudir. Alors vous êtes prenez la place, vous avez un micro, vous êtes là. Et puis donc, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est assez impressionnant la d'être là d'un coup tout seul face à vous tous. Donc il paraît que j'ai 10 minutes pour vous convaincre que l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie alternative, mais une grosse partie de l'économie de 2050. Donc merci beaucoup, parce que dans la première table ronde, vous avez entendu déjà un peu parler de cette économie sociale et solidaire, de ces enjeux aujourd'hui, notamment par le point de vue de mutuelle. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, finalement, de quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui de 10% du PIB de la France. On parle aujourd'hui de 2,3 millions d'emplois dans plus de 200 entreprises sociales aujourd'hui en France. C'est souvent des chiffres qu'on entend assez peu. Toujours est-il que 10% du PIB d'un pays, ça commence à faire une sacrée part. Et puis c'est la loi 2014. Donc, en 2014, on a eu la première loi cadre sur l'économie sociale et solidaire qui a permis de structurer cet écosystème et cette économie en intégrant en son sein, en caractérisant l'économie sociale et solidaire qui comprend du coup aujourd'hui les fondations, les mutuelles, les coopératives, les associations et puis les entreprises commerciales de droit privé qui respectent plusieurs critères. Le premier, c'est l'utilité sociale. Le second, c'est une gouvernance participative. Et le troisième, c'est un encadrement des salaires de 1 à 10. Quand on a dit ça, on a un peu fait le tour de l'écosystème institutionnel, mais c'est pas forcément très clair. Et donc, nous, on aime bien de plus en plus dans l'économie sociale et solidaire parler de cette notion d'innovation sociale, de parler d'innovation sociale comme on peut parler d'innovation technologique ou d'innovation industrielle, et de se dire qu'aux côtés de la blockchain et de l'intelligence artificielle, il y a une autre forme d'innovation qu'on appelle l'innovation sociale. C'est cette capacité à inventer des nouveaux services, des nouvelles solutions face à des enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux qui paraissent irrésolubles aujourd'hui en France. Et c'est cette capacité à inventer, seul ou à plusieurs, ces nouvelles solutions. Donc vous pouvez voir un exemple des enjeux. Je vous propose de ne pas faire une liste à la Prévert parce que c'est un peu déprimant. Mais globalement, il y a évidemment des sujets de malnutrition, d'accès au logement, d'accès aux soins. Les enjeux sociaux et sociétaux ne manquent pas aujourd'hui en France. Et donc c'est particulièrement sur ce point que moi j'ai été particulièrement convaincue par cette économie sociale et solidaire et par cette mouvance. C'est quand j'ai compris qu'en fait c'était pas antinomique de parler d'efficacité économique et d'intérêt général, de parler d'entrepreneuriat et de social. Et qu'en fait c'était des mots qui fonctionnaient bien ensemble et qui créaient ces nouvelles entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc je suis tombée dans la marmite il y a à peu près 10 ans, je venais d'avoir mon bac, et comme la plupart des gens, à 18 ans, on veut changer le monde. Non seulement on veut le changer, mais en plus on pense qu'on va arriver à le changer. C'est cette naïveté de la jeunesse. Et que finalement, j'étais dans une posture un peu particulière, dont vous parliez aussi tout à l'heure de la génération 2050, cette question de la quête de sens, cette question du militantisme, d'être engagé, d'être particulièrement sensible aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux de demain, et d'un autre côté, de ne pas forcément se reconnaître dans des dynamiques politiques ou dans des dynamiques institutionnelles, mais d'être plutôt du côté des faiseurs et du côté de ceux qui mettent les mains dans le cambouis pour essayer, pour tester et pour créer des entreprises. Et donc en fait j'ai compris que grâce à l'économie sociale et solidaire, j'allais pouvoir transformer mon indignation, mon engagement en énergie plutôt créatrice et en création de valeurs partagées. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré ces femmes et ces hommes qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, qui vont inventer des solutions, qui vont prototyper globalement les nouveaux services publics de demain pour proposer des solutions aux personnes les plus fragiles aujourd'hui dans notre société, et qui, seuls ou à plusieurs, réussissent avec une énergie assez hallucinante à embarquer autour d'eux les différentes parties prenantes, des citoyens, des collectivités, des grandes entreprises, et les convaincre qu'ensemble, on va réussir à adresser un bout d'un problème. Et donc c'est pour ça qu'il y a 5 ans, j'ai cofondé avec Enora Guérinel un incubateur de start-up, mais dans l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle Renalpia,
pour détecter toutes ces initiatives positives, détecter ces entrepreneurs sociaux et réunir autour d'eux les outils et les expertises pour leur permettre de se développer. Donc pour rentrer un peu plus dans le concret, je vous propose de vous présenter quelques exemples d'entrepreneurs qu'on a accompagnés en 2017 et en 2018. Donc là, vous pouvez voir une entreprise qui s'appelle l'Atelier des Saisons. L'Atelier des Saisons a été monté par Paul Yvan il y a 2 ans. Il installe des potagers dans les écoles primaires. L'enjeu, c'est de réussir à reconnecter les enfants avec les cycles de la nature, à les reconnecter aux enjeux environnementaux, aux enjeux de notre planète Terre, de leur faire prendre conscience du rythme des saisons, de réussir à cultiver leurs propres légumes et leurs propres fruits, pour être beaucoup plus conscient de ces enjeux-là dès le plus jeune âge. Et donc il a fait sa rentrée en 2018 dans une trentaine d'écoles primaires à Lyon, en installant des potagers. Son ambition à long terme, c'est que de la même manière qu'on a un prof de sport à l'école, on ait demain un prof de nature. Ensuite, on a accompagné un entrepreneur que vous voyez là, qui s'appelle Joseph. Joseph, il a monté un projet qui s'appelle Bénure, enfin une entreprise, on ne dit plus un projet, on dit une entreprise qui s'appelle Bénure, et donc il a prototypé ce nouvel outil de mobilité pour les personnes handicapées. L'un des enjeux de la mobilité des personnes à mobilité réduite, c'est qu'il y a aujourd'hui très peu de moyens pour se déplacer. On a inventé les handbikes, qui sont les vélos où on pédale avec les mains. Mais en fait, vous avez toujours besoin de l'aide d'un tiers pour passer de votre fauteuil roulant à votre handbike. Et donc là, en fait, Bénure, c'est parce que c'est un petit char. Vous montez dans le char en fauteuil roulant, vous pédalez ensuite avec les mains avec une assistance électrique et vous pouvez être complètement autonome dans vos déplacements en ville. Ces premiers clients aujourd'hui sont des collectivités qui veulent offrir des nouvelles manières de se déplacer en ville. Et puis des femmes, parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, 40% à peu près, donc beaucoup plus que dans l'entrepreneuriat classique. Christelle, que vous voyez à gauche, qui a monté une entreprise sociale dans la Drôme, qui s'appelle Edadem, qui accompagne les personnes âgées dans leur déménagement. Il y a un vrai sujet sur l'isolement des personnes âgées, et le déménagement, et notamment le dernier déménagement, est souvent un moment difficile. Elle les accompagne d'un point de vue logistique, administratif et psychologique, pour les aider à passer globalement de leur maison à leur dernier logement. Et puis Laetitia, que vous voyez à gauche, qui est une éducatrice spécialisée, qui elle veut rendre l'accès possible à toutes les familles à des éducateurs spécialisés. Aujourd'hui, ça se fait uniquement dans le cadre de centres ou dans des processus très fermés. Elle, son enjeu, c'est que chaque famille puisse, à un moment ou à un autre, quand elle a des enjeux éducatifs, faire appel à ces éducateurs spécialisés et se faire accompagner. Et ça passe notamment par une plateforme en ligne, pour vous dire aussi que l'économie sociale et solidaire n'est pas réfractaire au numérique. Comme tout secteur qui grandit, on a évidemment des enjeux de structuration de cet écosystème qui est encore assez récent. Notre premier enjeu, c'est de réussir à se compter. Au-delà du chiffre officiel du 10% du PIB, on est tous assez conscients que ce chiffre est assez flou. Comment est-ce qu'on arrive à se compter, à s'identifier les uns les autres avec des critères encore plus précis? Le deuxième sujet, c'est de réussir à consolider les entreprises sociales existantes, à briser le plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des TPE, et réussir à accompagner le développement de PME de l'économie sociale et solidaire qui vont recruter, créer de l'emploi et évidemment créer de la valeur partagée. Et ça passe notamment par l'accès à des financements dédiés. Donc j'ai été ravie de vous entendre tout à l'heure parler de financement, des financements solidaires, parce que c'est un vrai levier de financement pour ces entreprises sociales. C'est aussi mesurer notre impact. Quand on parle d'intérêt général, quand on parle d'utilité sociale, on a du mal à penser qu'on puisse piloter des indicateurs d'efficacité et de mesure de résultats. Et pourtant, c'est clé si on veut être de plus en plus efficace et si on veut pouvoir monétariser aussi cet impact social. Et notre dernier enjeu, c'est d'être de plus en plus visible dans la société civile, dans le monde économique, pour être des partenaires crédibles aujourd'hui des acteurs publics, des collectivités locales et des grandes entreprises, tout en gardant une certaine indépendance pour éviter l'instrumentalisation, parce que ce sont de beaux sujets et l'instrumentalisation peut être tentante parfois. Bon, vous l'avez compris, moi je suis assez convaincue que l'économie sociale et solidaire n'est pas une option, que l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie marginale, mais pourra et devra devenir la norme en 2050. On a plusieurs signaux qui nous permettent d'être assez confiants.
700 000, c'est le nombre d'emplois qui sont à pourvoir dans l'économie sociale et solidaire d'ici 2025, uniquement dans le remplacement de personnes à la retraite. C'est sans compter la création d'entreprises tous les jours aujourd'hui dans ce secteur. Et puis, c'est la création du statut des entreprises à mission. Vous avez dû entendre parler dans le cadre de la loi Pacte. Comment est-ce qu'on crée un statut d'entreprise à mi-chemin entre l'économie sociale et solidaire et l'économie privée. Il paraît qu'il me reste 1 minute, alors je vais essayer de faire hyper court. Pour vous dire aussi que je ne suis pas seule en fait, à croire en cette économie. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui se structure. Donc, vous voyez à gauche des incubateurs de start-up de l'économie sociale et solidaire. On est une trentaine aujourd'hui en France, des financeurs dédiés, et notamment France Active, qui est le premier réseau de financement d'innovation sociale, et puis des démarches plus institutionnelles, comme par exemple le French Impact. Le ministère de la Transition écologique et sociale a créé le French Impact, se doter d'1 milliard d'euros pour développer l'économie sociale et solidaire en France, avec notamment un pacte de croissance pour le SS qui a été présenté la semaine dernière. Donc on est quand même sur des actualités assez récentes. Et donc à titre personnel, je me suis engagée aussi au MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un peu notre MEDEF à nous, pour représenter les intérêts de l'économie sociale et solidaire auprès des institutions, faire du plaidoyer, sensibiliser et fédérer tous les entrepreneurs sociaux autour d'une bannière commune. Et puis j'ai lancé il y a 5 ans, du coup, Ronalpia. Aujourd'hui, on a accompagné une centaine d'entrepreneurs dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On est basé à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne et à Clermont-Ferrand. Et notre enjeu, c'est aussi de lutter contre les inégalités territoriales. C'est de se dire qu'aujourd'hui, nos métropoles, de manière générale sur l'entrepreneuriat, sont très bien dotées en outils de financement, en dispositifs d'accompagnement. Dès qu'on s'éloigne un peu des métropoles, ça devient plus compliqué d'être accompagné. Et donc pour finir, parce qu'il me reste, je pense, moins de 2 minutes, je voudrais juste finir sur cette notion qui nous a paru importante de réaffirmer il y a quelques mois. C'est le manifeste de Ronalpia, c'est de parler des fragilités. En fait, les fragilités, c'est un mot qu'on utilise assez peu. C'est globalement un terme qu'on nie de plus en plus dans notre société. Or, nous savons que nous sommes tous entourés de fragilités. Des personnes fragiles autour de nous, des territoires fragiles autour de nous, des systèmes fragiles, comme le système éducatif, le système carcéral ou le système de soins. Et que pour trouver des solutions qui sont pérennes et qui seront efficaces dans les années à venir, face à ces fragilités, il va falloir qu'on travaille tous ensemble dans des logiques de coopération, citoyens, grandes entreprises, entrepreneurs sociaux et collectivités locales, dans cette logique de prototyper les solutions pour le monde de demain. Si j'avais juste une idée à vous faire passer pour conclure, c'est que l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est pas une économie de la réparation des erreurs du passé, c'est vraiment une économie de la prospective, et c'est pour ça que c'est l'économie de demain.